Je passe un quartier libre avec le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major devenu consultant en leadership. Faut-il toujours dire ce qu'on pense à ses chefs? Il faut dire tout ce qu'on pense à ses chefs en tenant compte de deux facteurs. Un, le bon moment, et deux... Est-ce qu'il y a une chose qu'on vous a appris à Saint-Cyr et qui s'est révélée fausse dans la pratique après? Oui, des trucs de bons élèves. Comme quoi? Parfois dans l'armée, on est un peu sévère avec les créatifs, avec les originaux. Comment vous faisiez pour encourager ces personnalités créatives dans l'armée? On a tendance parfois à les marginaliser. Alors d'abord, j'essaie d'aimer les gens, y compris les gens pas toujours très aimables. Il est aussi auteur de best-sellers comme son livre Qu'est-ce qu'un chef, dans lequel il décrit sa vision du commandement et de l'autorité. Alors je vais lui poser des questions sur son expérience, sa pratique et les ponts possibles entre commandement et management. Merci d'être sur Quartier Libre, l'émission du soldat qui dialogue avec des leaders civils et militaires. Je suis le capitaine Brault, B-R-A-U-L-T, et vous pouvez m'écrire sur mes réseaux pour me proposer des invités ou des questions à leur poser. Et maintenant, c'est parti pour ce Quartier Libre avec le général Pierre de Villiers. Quartier Libre! Mon général, bienvenue dans Quartier Libre. Vous publiez un nouveau livre qui s'intitule « Pour le succès des armes de la France ». C'est une phrase que tous les soldats dans les armées françaises connaissent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Tout simplement parce que c'est la formule de passation de commandement. À chaque commandement, que ce soit le commandement d'une compagnie, d'un escadron, d'un régiment, et qu'il y a une prise d'armes, le chef prononce cette formule. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, et ça se termine par « pour le succès des armes de la France ». Je trouve cette phrase magnifique, et je terminais toutes mes allocutions, quand j'étais chef d'état-major des armées, pratiquement toutes, par cette phrase, parce qu'elle symbolise la finalité des armées pour le succès des armes de la France. Pour nos auditeurs qui, pour certains d'entre eux, sont civils, est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase « en tout ce qu'il vous commandera », vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, et est-ce que vous pouvez comprendre que pour certains, ça peut être un peu choquant de dire comme ça? Oui, c'est la plénitude du commandement. Finalement, l'institution militaire devient presque un modèle, une des dernières colonnes vertébrales de notre pays, parce que le chef a la plénitude du commandement, et c'est ce qui fait que nous pouvons finalement articuler le commandement sur « je tire » ou « je ne tire pas », parce que la finalité quand même de l'action militaire, c'est l'action opérationnelle avec le feu. On va jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. On a cette responsabilité de donner la mort ou de la recevoir, responsabilité extravagante, ce qui explique cette formule. Et en même temps, vous avez dit plusieurs fois dans vos livres, notamment un des premiers, Qu'est-ce qu'un chef, que dans les armées, le commandement, ça ne repose pas sur « je donne des ordres et le soldat obéit ». Non, c'est l'autorité. Je fais des interventions dans toute la France sur l'autorité parce que en France, quand on parle d'autorité, on pense autoritarisme. Je décide, il exécute. C'est pas ça, l'autorité. L'exercice de l'autorité, l'ordre, finalement, est exécuté avant d'être donné. C'est là où l'unité est extraordinaire. C'était ma fierté quand je commandais mon escadron. J'arrivais, ils avaient fait ce que j'allais leur demander de faire. Ça vient de autorité, ça vient de augere, élever vers, éduquer, auctoritas, ce mot latin magnifique. Et donc, c'est bien cet exercice de l'autorité qui élève et qui, finalement, l'ordre exécuté avant d'être donné, c'est ça, l'autorité. Aujourd'hui, moi qui fréquente à la fois la jeunesse et les entreprises, ou j'allais dire les jeunesses, toutes les jeunesses et toutes les entreprises, depuis la start-up, la PME jusqu'au CAC 40, je m'aperçois que sur l'autorité, il y a vraiment besoin d'une réflexion et que les armées, sur ce plan, me semblent être en avance. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où votre chef de corps a prononcé ce discours, vous a montré du plat de la main et vous a donné la plénitude de ce commandement que vous Bien décrivez? sûr, quand j'étais capitaine, c'était le 11 janvier 1985, c'était sur la place du village de Vercelles, un petit village à côté du Val d'Aon, puisque je commandais l'escadron d'éclairage de la 7e division blindée, rattaché pour emploi au général commandant la division blindée et pour administration au 5e régiment de dragons. Je me souviens très bien de ce jour-là, d'abord parce que c'est marquant, et ensuite il faisait moins 15. Donc, à Val d'Aon, il fait souvent ce temps-là. En tenue légère, ça marque. Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous avez entendu ces mots? Est-ce que vous réalisiez ce que ça signifiait, la plénitude du commandement? Bien sûr, on est préparé pour.
C'est ça qui est extraordinaire dans l'armée. Nos parcours nous préparent au bon suivant. On est toujours responsable de la formation de ses subordonnés. J'aimais beaucoup cette phrase, je la ressortais très souvent dans mes commandements, parce que cette plénitude du commandement, elle se prépare. Et quand on arrive pour prendre son escadron, on est déjà prêt. Alors après, quand on entend la phrase, on en ressent tout le poids des responsabilités. Mais vous voyez, il y a une différence entre le pouvoir et la responsabilité. Ça me frappe beaucoup. Dans la société civile, on confond le pouvoir et la responsabilité. La responsabilité, c'est toute autorité est un service. Vous êtes au service des autres. Quand j'ai pris mon escadron, c'était 130 soldats à l'époque, 130 éclaireurs. J'étais à leur service. Bien sûr, c'est moi qui dirigeais, j'étais devant, mais j'étais à leur service. Aujourd'hui, trop souvent, la notion de responsabilité se confond avec le pouvoir, l'exercice du pouvoir, l'attirance du pouvoir, avec tout ce qu'il y a derrière le mot pouvoir de péjoratif et de courtisanerie. Quand vous avez pris votre commandement, il n'y a rien qui vous a surpris, des choses que vous avez appris et que seul celui qui est enfin en position de responsabilité peut comprendre, peut savoir? D'abord, ce qui m'a surpris, c'est que quelques heures après, j'arrive au quartier et tous les radiateurs avaient pété parce qu'il faisait moins 15. Et donc, je me suis trouvé dans une première situation. Le premier jour, dans les premières heures, plus aucun chauffage dans aucun bâtiment. J'avais un quartier à part et j'étais chef du quartier. Donc, c'était en plus une responsabilité inédite. Je dépendais directement du général. C'était un commandement un peu singulier. Ce qui m'a surpris, c'est précisément la nécessité de donner des ordres en situation imprévue, immédiate. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai mesurée très vite, c'est le commandement des hommes, en particulier des cadres. J'avais une trentaine de sous-officiers et 4 officiers et immédiatement j'ai senti le poids de cette charge. Commander mes cadres et puis ensuite, petit à petit, commander les éclaireurs derrière en s'appuyant sur les cadres. C'est ça qui m'a le plus frappé très vite, cette nécessaire fraternité, cette nécessaire humanité, d'être tourné finalement vers les autres. Toute autorité est un service. Et cette phrase, toute autorité est un service, c'est la clé aujourd'hui de ce que j'essaie de transmettre. Puisque ma nouvelle mission aujourd'hui, depuis bientôt plus de 8 ans, c'est de transmettre ce que j'ai appris pendant mes 43 années au service des armées, au service de la France. Eh bien, cette phrase, elle résume ce que j'ai appris. Et c'est ce que j'ai senti après avoir pris mon escadron le 11 janvier 1985. Et alors, je voudrais faire encore un saut dans le temps sur votre arrivée à Saint-Cyr, donc l'école des officiers. Vous avez dit que vous avez été préparé là-bas, à ces postes de commandement. J'ai lu que vous aviez 19 ans quand vous êtes arrivé à Saint-Cyr. Oui, j'avais eu mon bac avec 1 an d'avance. Oui, c'est jeune. Donc, et j'ai intégré à Saint-Cyr en première cartouche, contrairement à ce que tous les prévisionnistes avaient annoncé. Je n'étais pas un bon élève. Je n'aime pas les bons élèves. J'aime bien les gens qui ont de la personnalité. Parce que l'obéissance, ce n'est pas la servilité, ce n'est pas le faillotage, ce n'est pas la courtisanerie, c'est tout l'inverse. Si on veut de l'initiative, si on veut que la machine tourne, il faut du caractère, du courage. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes sorti assez mal classé de Saint-Cyr, j'ai lu ça quelque part. Je suis sorti suffisamment bien pour prendre la cavalerie, mais pas suffisamment bien pour prendre le reste. Mais j'ai vécu 2 années de vraie fraternité, de vraie camaraderie, après des commandements, après des années. Il reste quoi? Le bien qu'on a fait auprès des autres et l'infrastructure, parce que l'infrastructure, les murs restent. Et le bien qu'on a fait auprès des autres, c'est ça, c'est la camaraderie. C'est ces relations humaines qui me sont si chères. Vous avez dit aussi « ne pas subir », qui est une phrase que j'ai beaucoup entendue à Saint-Cyr. Pourquoi cette phrase elle est importante pour vous et comment vous avez appris ça, à ne pas subir à Saint-Cyr? Alors cette phrase est importante d'abord par une histoire personnelle, puisque ne pas subir, c'était la devise du maréchal de Lattre. Et mon père a été sous les ordres en 36-38 au 15 ans à Metz, à l'époque, avant la guerre, sous les ordres du colonel de Lattre. Et il nous a toujours raconté des histoires avec le colonel de Lattre qui était pour lui le chef emblématique, ne pas subir. Ensuite, cette devise, je l'avais en tête quand j'ai intégré à Saint-Cyr, et en fait, elle est extrêmement importante pour moi. À plusieurs reprises, quand je me suis retrouvé dans la difficulté, les difficultés de la vie ou la difficulté du commandement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme vous le savez, surtout en ce moment, je pensais à cette phrase, ne pas subir. Quand j'étais chef d'état-major, j'avais écrit une lettre
sur la surprise. La surprise, celle que l'on impose et pas celle que l'on subit. Je déteste subir, ne pas subir. Sur cette résilience donc, que vous avez appris à Saint-Cyr par vos origines familiales, vous avez mentionné le rôle du chef, de cette figure qui vous inspire, en tout cas celle qui a inspiré votre père. Pour vous, ça aurait été qui ce chef, ce mentor? Alors, je suis très partagé entre deux chefs historiques qui ne s'aimaient pas, le maréchal de Lattre et le maréchal Leclerc, tous les deux maréchaux. J'ai commandé la 2e brigade blindée, héritière de la 2e DB. J'ai rencontré des anciens de l'épopée Leclerc en janvier 1974. La maréchale de Lattre m'avait proposé, j'étais à la Flèche en Corniche, préparant Saint-Cyr, de porter le bâton. Et donc, j'avais étudié sa vie et puis j'avais toutes les anecdotes de mon père. Les deux chefs qui m'ont marqué, c'est ceux-là. Vous vous souvenez de votre tout premier chef? Alors, mon premier chef, c'était mon premier capitaine quand j'étais lieutenant, arrivé en 1978. Le capitaine Ridinger, qui a terminé général et que je vois régulièrement encore. J'ai eu cette chance, vous voyez, c'est super important le premier chef, parce que on apprend beaucoup avec ses chefs. Alors parfois on apprend avec des mauvais chefs. J'ai eu la chance d'avoir très peu finalement de mauvais chefs, en tout cas ce que j'estimais être des mauvais chefs, des contre-chefs. J'ai eu ce premier capitaine qui m'a beaucoup marqué et qui m'a appris comment commander, parce que finalement j'étais très jeune. J'avais vécu de bonnes années en école, à Saint-Cyr et après à Saumur. J'étais passionné de football, mais je ne connaissais pas bien mon métier de chef de peloton de chars. Et je l'ai appris grâce à ce chef, ce capitaine, et puis à mes sous-officiers. Il y avait dans l'escadron un sous-officier qui s'appelait le major Fert, plus jeune major de France, et avec lequel j'ai noué des liens d'amitié et qui m'a beaucoup appris sur le char, la technique, la tactique, le peloton de char. Et finalement, grâce à ça, assez facilement, je suis devenu opérationnel assez vite. Donc il y a les chefs qui vous inspirent et vous avez parlé des contre-chefs, on peut les appeler comme ça, avec lesquels vous pouvez vous positionner aussi. Voilà les choses que je ne voudrais pas reproduire dans votre commandement. Vous avez, sans donner de nom, vous avez un exemple comme ça Oui. de choses que vous avez observées que vous ne voudriez pas reproduire? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, en matière de commandement et d'adhésion, c'est l'obéissance d'amitié, moi, que j'ai toujours préconisé, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Cette belle expression du général Frère, l'obéissance d'amitié. Et j'ai vu des chefs qui étaient sur « je décide, il exécute », des petits chefs, et j'ai été sous leurs ordres. Ça m'est arrivé rarement, mais à ce moment-là, c'est très intéressant, parce que ça m'a beaucoup marqué, et je me disais toujours, si un jour tu arrives à commander un régiment ou plus loin, tu t'en souviendras. Garde ton état d'esprit de lieutenant. Quand j'ai été nommé chef d'état-major des armées, finalement, vous sentez le coup venir, vous avez le temps de vous y préparer. Je me disais, le plus important, c'est que tu restes au contact du lieutenant, du caporal stratégique. Et garde cet état d'esprit de jeune officier, parce que c'est eux qui font le boulot. Est-ce qu'il y a des qualités de chef que vous pensiez être les qualités d'un chef quand vous étiez lieutenant et sur lesquelles vous avez changé d'avis maintenant, après votre carrière, après être devenu général? Je n'ai pas beaucoup changé d'avis. Vous aviez les mêmes intuitions, se sont confirmées à toutes les étapes, à tous les échelons? À tous les échelons, on est là pour se dire la vérité. Maintenant, il y a prescription, on est dans l'histoire. À tous les échelons, j'ai fait quasiment, dans ma prise de commandement, la première fois que vous avez vos cadres en face de vous. Donc, lieutenant, capitaine, colonel, général commandant la 2e brigade. 4 échelons de commandement. Les 4 fois, j'ai pris le même discours. Oui. Premièrement, nous devons être les premiers en matière de relations humaines. La performance opérationnelle, c'est d'abord la performance humaine. Relations humaines, fraternité, cohésion. Deuxièmement, nous devons être les meilleurs au plan opérationnel. Alors, c'est la valeur technique, la valeur tactique, la performance. Mais c'est d'abord l'humanité qui conditionnera la performance opérationnelle. Systématiquement, pour ces 4 commandements que je vous ai cités, j'avais cette double approche. Et figurez-vous qu'après, quand j'ai quitté l'armée, j'ai créé ma société de conseil, j'interviens partout, j'ai beaucoup d'activités, énormément de demandes, 150 demandes par mois. C'est absolument dingue, hors du bouquin, parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas combien j'ai de demandes de médias, mais c'est gigantesque. Merci d'être venu dans Quartier Libre, d'ailleurs. Je choisis, c'est l'avantage, je suis mon propre chef. Je décide, suivant la belle expression, de mon propre chef. Eh bien, je prends toujours cette dualité.
performance humaine qui précède la performance opérationnelle ou économique pour les entreprises. Vous n'avez pas changé d'avis, mais est-ce qu'il y a des qualités que vous n'imaginiez pas faire partie du métier de chef, et notamment, je le dis, je pense qu'il y a dans le métier d'un chef d'état-major des qualités qui dépassent ce que je vois au quotidien, dans mon unité, etc. Et quelles seraient les qualités que vous auriez voulu travailler avant d'arriver dans ces postes-là, ou auxquelles vous auriez voulu être peut-être mieux préparé? Alors la qualité qui me semble la plus importante aujourd'hui, parce que nous sommes en temps de crise multiple dans notre société d'aujourd'hui, parce que là, je vous parle comme conseiller des entreprises, de la jeunesse, pas simplement militaire. La qualité qu'il faut travailler et qu'on ne travaille pas suffisamment dans nos grandes écoles pour les futurs dirigeants, c'est le courage. Très franchement, on me demande depuis quelques mois des interventions sur le courage. Le courage, je le qualifie en deux niveaux. Le petit courage du quotidien, faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, l'inverse de la paresse. Ça, il faut l'apprendre aux jeunes, en particulier aux jeunes officiers, parce que ce n'est pas naturel avec notre système éducatif actuel d'être courageux. Et puis le deuxième courage, c'est celui qui m'intéresse le plus, le courage des chefs, et singulièrement des grands chefs. Le courage de décider, le courage de trancher, le courage de regarder droit dans les yeux et de dire la vérité. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. La même vérité à ses subordonnés, à ses soldats et à ses chefs, y compris les chefs politiques. Le courage, c'est la qualité qui manque aujourd'hui le plus parce que nous avons changé d'époque, que nous étions dans une époque de paix depuis 80 ans et que nous sommes dans une époque de rapport de force. La force du droit, maintenant, c'est plus ça, c'est le droit de la force. Et donc, il va nous falloir du courage. Et en particulier, le deuxième niveau de courage, l'inverse de la lâcheté. Dans le courage, il y a aussi le courage de sanctionner en poste de commandement. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez dû le faire? Oui, j'étais lieutenant. J'ai sanctionné un de mes tireurs, qui était un type intelligent, mais un peu dilettante. Donc un avertissement au départ, et après des jours d'arrêt. Carton jaune, carton rouge. Vous savez, je suis footballeur, c'est ma marque de fabrique. Donc je préviens toujours, parce qu'on a le droit de faire une connerie, on a le droit de changer. Et après, c'est carton rouge, on punit. Et après, on monte en gamme. Il y a eu des moments où la décision était moins facile à prendre, une décision de contrainte comme celle-là? Bien sûr, ben oui. Est-ce que vous pensez à un moment où, en tant que chef, vous avez dû, par exemple, faire un exemple? C'est très difficile de commander, parce que la justice n'est pas de ce monde, et que personne n'est parfait, et que vous êtes dans l'absolu, et ensuite vous avez la solitude du chef. La solitude du chef. C'est la même chose aujourd'hui pour les entreprises, avec leurs chefs, dans tous les domaines. La solitude du chef. Oui, plusieurs fois, je me suis dit, qu'est-ce que je décide? En opération, j'explique souvent ça. On vient vous voir et vous devez, dans la seconde, décider parce qu'il s'agit de la vie de nos hommes. Et j'explique souvent qu'il ne faut jamais céder à la pression du temps. Il faut toujours se donner le temps. Et je cite cet exemple. Quand je commandais au Kosovo, un jour, on vient me rendre compte qu'il y avait un train déraillé, une attaque contre les Serbes par les Albanais. Et on ne savait pas s'il y avait des morts, il y avait des blessés. Bon, ça tirait un peu de partout. Et on me dit, alors, mon colonel, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, amenez-moi une bière. Je prends ma bière, je commence à réfléchir. Et là, ensuite, j'ai décidé. La décision sous contrainte du temps et de la pression quand il s'agit de la vie des hommes, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que pour le reste, une punition, tout ça, bon, c'est pas dramatique. Mais là, c'est la vie des hommes. Et c'est pour ça qu'on est bien préparé, je trouve, dans l'armée, à exercer l'autorité avec cette notion de courage que je vous ai décrite. Et c'est aussi pour ça que ce n'est pas forcément les meilleurs élèves en école qui sont les meilleurs chefs ensuite. Je trouve que vous remettez en cause aussi un cliché du leadership. On entend souvent « il vaut mieux une mauvaise décision prise rapidement qu'une bonne prise trop tard ». Oui, alors j'ai connu ça sur les fiches aussi quand j'étais en état-major. Il vaut mieux une mauvaise fiche qui arrive à l'heure qu'une bonne fiche qui arrive en retard. Oui, ben oui, c'est sûr. Mais il y a une nuance entre prendre une décision qui arrive en retard et prendre une décision trop hâtive. On a finalement souvent plus de temps qu'on ne le croit. Et les subordonnés, quand ils viennent vous voir, eux, ils se mettent la pression. Et ils vous la mettent aussi quelque part. Mais ils mettent la pression.
c'est le cas aujourd'hui encore, on pourrait parler des décisions à prendre sur les réformes à venir. Parfois, la vie m'a appris qu'il vaut mieux réfléchir plutôt 2 fois qu'une et ensuite prendre une vraie décision, une bonne décision. Comment on fait pour échapper à cette pression? On s'isole, vous avez dit on boit une bière? Chacun a ses méthodes. Gérer la pression, c'est une expression aujourd'hui très en cours et qui correspond à une réalité, parce qu'il y a une accélération du temps incroyable. C'est un des facteurs de pression aujourd'hui pour les dirigeants, un des facteurs majeurs. Et depuis que j'ai quitté l'armée, il y a 8 ans, ça s'est encore accéléré. On veut tout de suite aujourd'hui. On est sous pression. Le portable est devenu insupportable. Le temps court, l'urgence a remplacé la priorité. Et donc, la tactique l'emporte sur la stratégie. Le comment sur le quoi et le pourquoi. Il faut gérer ce temps. J'explique souvent ça aux jeunes qui vont toujours au plus pressé. Non, on réussit sa vie quand on maîtrise son temps. Et on maîtrise son temps quand on maîtrise son stress. Les gens sont sous stress. Ils n'arrivent plus à gérer la pression. Alors après, moi, quand j'étais chef d'état-major, il m'arrivait souvent, entre 2 rendez-vous, j'avais un agenda qui était extrêmement dense, et puis c'était des rendez-vous importants quand même. C'est au quart d'heure un agenda de oui, chef d'état-major? Oui, c'est au quart d'heure, avec entre des quarts d'heure, des gens qui viennent vous demander des décisions pour la minute, et puis le ministre qui vous appelle, le président qui vous convoque, vous êtes quand même sous stress. Et il m'arrivait souvent de dire, bon, ce rendez-vous, il attendra le gars. Voilà. Je regarde Bein Sport et la fin d'un match de foot parce que ça me détend. Voilà. Parce que j'en avais besoin. Prendre de la hauteur et être lucide. Garder son discernement. Le discernement, c'est très important. Vous voyez ? Et cette recherche de la bonne décision, du discernement, surtout quand on est fatigué, il faut être lucide sur sa propre fatigue, c'est capital. Savoir se mettre aussi en confort dans ces moments-là. J'avais un chef qui disait, la pression, nous, on la boit. Je ne sais pas si ça pourrait être c'est exactement ça. Alors moi, en l'occurrence, c'était quelques gorgées de bière pour me détendre et bien réfléchir, mais je pense que c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a une chose qu'on vous a appris à Saint-Cyr et qui s'est révélée fausse dans la pratique après? Oui, des trucs de bons élèves. Comme quoi? Des cadres d'ordre très rigides qui en fait, à la guerre, sont plus dangereux qu'autre chose. À l'école de guerre, on m'a appris les schémas. Mais vous voyez, à la guerre, c'est comme au foot. Au foot, on a un adversaire. À la guerre, on a un ennemi. L'adversaire, il ne faut pas le prendre pour plus conquiné. Il connaît nos trucs de l'école de guerre. Il sait très bien qu'on va faire ça par rapport à ça. La surprise, celle qu'on impose, pas celle qu'on subit, c'est capital. Et donc, il m'arrivait d'articuler des moyens de manière totalement non conforme pour pouvoir surprendre. Évidemment, c'est la première chose à faire. Penser au gars en face et se dire « il va penser que je fais ça, donc je lance la pierre là et je passe là ». C'est vieux comme le monde, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc en école, je me disais toujours « mais finalement, est-ce que ça, c'est véritablement ce qui va se passer dans la réalité ?» En fait, ce n'est pas vrai. Alors, il faut des cadres d'ordre. Il faut qu'en école, on nous apprenne. Et Dieu sait si ça m'a été utile. Mais parfois, il faut garder son imagination. Il faut garder sa créativité. Vous voyez ? Parfois, dans l'armée, on est un peu sévère avec les créatifs, avec les originaux, avec les gens qui ont des idées. Parce que les idées, c'est ce qu'il y a de plus rare. Je vois dans les entreprises aujourd'hui, les créatifs, ceux qui ont des idées. Et dans l'armée, c'est la même chose. On va connaître une situation extrêmement tendue aujourd'hui, avec les États-puissances, avec le terrorisme islamiste, avec les migrations massives, le dérèglement climatique. Le monde est sous pression. Nous aurons besoin de chefs stables au cap, comme disent les aviateurs, mais également imaginatifs, et qui ont cette capacité à sortir la bonne idée au bon moment. Comment vous faisiez pour encourager ces personnalités créatives dans un milieu où, vous l'avez dit, dans l'armée, on a tendance parfois à les marginaliser? Comment vous faites pour inverser la vapeur de ce point de vue et faire émerger des figures dans votre entourage? Alors d'abord, j'essaie d'aimer les gens, y compris les gens pas toujours très aimables. Quand vous aimez les gens, vous aimez les créatifs, parce que parfois ce sont des artistes rentrés, surtout dans l'armée, donc vous les sentez parfois un peu malheureux, vous allez les chercher. Chirac me disait un jour,
on rentre dans la salle, il était président de la République, et moi, je partais au Kosovo, j'étais colonel, chef de corps, du 501 503, il me dit, vous voyez mon général, dans une assemblée comme ça, il faut toujours aller voir derrière le rideau, les gens qui sont planqués. Parce que les premiers, bon, vous les connaissez, c'est les généraux, les colonels, bon, tout cela, c'est pas très intéressant. Il faut toujours aller voir derrière. Et en fait, les imaginatifs, les créatifs, c'est pas forcément ceux qui se mettent en avant. Et dans ma culture, je me suis toujours forcé à aller voir les gens qui ne viendraient pas me voir. Le type un peu renfrogné qui vous regarde comme ça, qui doute un peu, vous voyez, comme le berger allemand à la pompe à essence, à l'époque où il y avait des chiens à la pompe à essence, il regardait comme ça. Moi, j'ai toujours aimé aller chercher ces gens-là, parce que souvent, ce sont ces gens qui vous apportent le plus. Vous leur donnez, mais ils vous apportent le plus. Pas forcément ceux qui sont au premier rang les meilleurs élèves. Les faillots, que vous avez dit tout à l'heure. Alors, je déteste les faillots, ça c'est culturel chez moi, donc... Bon, il faut aller chercher l'élève au fond de la classe, mais près bien du sûr, radiateur et mais bien de la sûr, fenêtre. mais bien sûr. Quand j'étais instructeur, j'ai été très souvent instructeur, et c'est un métier magnifique. J'étais pas forcément un bon élève, mais j'aime être instructeur. Je regardais toujours, la première fois que vous rentrez dans la pièce, instructeur des lieutenants à Saumur, je regardais toujours les gens qui étaient au fond à gauche près du radiateur. Toujours. Le premier jour. Ceux-là, ils étaient intéressants. J'ai fait ça comme prof aussi avant l'armée, c'est un bon signal. Vous avez dit, juste après avoir quitté vos fonctions de chef d'état-major des armées, vous êtes reconverti dans le conseil, vous êtes entré au Boston Consulting Group, dans des entreprises. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué du management civil après cette expérience du commandement militaire? En bien et en moins bien. Ce qui m'a marqué, c'est que j'étais content d'avoir le bagage militaire. Et que je me suis aperçu qu'en fait, dans l'armée, on a un bagage en matière de management, de leadership, de culture, de l'autorité, du sens du service, au service des autres, qui est incroyable. On est très très bien formé. Et sur ce plan, je pense qu'on est beaucoup mieux formé que dans le monde civil, dans la société civile. Alors, j'en veux pour preuve le nombre de demandes pléthoriques pour parler du leadership. Je pars demain à Bordeaux. La semaine dernière, j'étais à Metz et Angoulême sur ces sujets. La semaine d'après, je suis à Guilherand-Granges et à Annecy, etc. Donc, il y a une vraie demande. Je pense que l'armée n'est pas un modèle transposable parce que nous avons une finalité qui n'est pas transposable, le combat. Mais c'est un bon laboratoire. Et ça montre qu'avec des jeunes, puisque plus de 50% de nos militaires ont moins de 30 ans. Avec des jeunes de la société d'aujourd'hui, notre style de commandement est adapté. Et donc, ce qui m'a frappé, moi, c'est le souci des hommes, la fraternité, la cohésion. Et ça, vous ne l'avez pas retrouvé dans les entreprises civiles que... Je ne l'ai jamais retrouvé tel que je l'avais senti, vécu dans l'armée. Parce que chez nous, vous avez la notion du combattant de l'avant et la notion de l'arrière. Chez nous, on prend en compte en plus la dimension personnelle de l'individu. Aujourd'hui, dans une entreprise, quand vous commencez à vous renseigner sur la vie privée de l'individu, beaucoup considèrent que c'est une atteinte à la liberté et à la vie privée. Dans l'armée, pas du tout. Le premier entretien, on demande où vous habitez, que font vos parents, quelle est votre passion, votre hobby, qu'est-ce que vous faites après, à côté, etc. Parce qu'on a besoin de cerner la personnalité et surtout parce que notre finalité, c'est d'aller au combat. Et au combat, il y a une base arrière. Et il faut s'occuper de la base arrière. C'est fondamental et c'est essentiel. Moi, j'ai vu des soldats en opération s'effondrer parce qu'il y avait un problème finalement qui n'était pas si important que ça, mais en base arrière avec leurs conjoints ou leurs enfants. Donc ça fait partie de notre culture. Non, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette qualité de fraternité dans l'armée. Mais c'est la phrase, il viendra me sortir sous le feu si nécessaire, je ferai de même. Mais comment on fait pour le transmettre, ça, cette fraternité? On en a besoin pas seulement dans l'institution militaire, on en a besoin aussi dans tous les groupes d'humains. Comment on fait pour le mettre en place? C'est mon objectif depuis 8 ans principalement. Et c'est pour ça que j'ai écrit 4 livres, le 5e étant plus sur l'aspect relations internationales et réarmement. Mais dans le réarmement, chaque page, derrière, il y a le soldat à qui on doit donner les missions
par rapport, les moyens par rapport à ses missions et les missions découlant des menaces. Non, je commence toujours par expliquer quels sont les facteurs de pression qui pèsent principalement aujourd'hui quand on dirige. Le contexte international, l'accélération du temps, la crise de l'autorité, les ruptures technologiques, l'individualisme, la simultanéité des crises. Puisque aujourd'hui, on a simultanément crise géostratégique, crise politique, crise sociale, crise économique, crise financière, crise démographique, crise civilisationnelle. Par rapport à ce schéma général, il faut dire les choses, et plus difficile, disait Peggy, il faut voir ce que l'on voit. J'explique les 4 piliers, pour moi, suite à mon expérience militaire. 1, la confiance, la restauration de la confiance. 2, la confiance est le carburant de l'autorité. 3, toute autorité nécessite une approche stratégique et une vision. Ça manque beaucoup. 4, pour mettre en œuvre cette vision, il faut avoir du leadership. Et qu'est-ce que le leadership? C'est un certain nombre de qualités. Et ensuite, je décris les principales qualités qui, dans cette période aujourd'hui, pas forcément les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ans, me semblent essentielles. Une des manières pour l'institution de transmettre ce leadership et cet esprit que vous avez décrit aux jeunes, c'est là le lancement du service national, un service qui dure 10 mois, 1 mois d'entraînement, 9 mois en mission. Est-ce que vous inscririez vos petits-enfants au service national? Alors c'est du volontariat, donc je leur conseillerais bien sûr. Je trouve que cette mesure est une excellente mesure, c'est indispensable. Aujourd'hui, le pays est très fracturé, fracture sociologique, fracture territoriale, fracture intergénérationnelle, on n'en parle pas suffisamment. Et ça, c'est une bonne manière, ce service national, de réconcilier ces générations? Bien sûr, c'est une bonne manière, on le sait. L'armée, sur ce plan, au plan intergénérationnel, est formidable. Finalement, je me suis aperçu de tout ça en partant, vous voyez. Ah oui, pourquoi? Parce que chez nous, le jeune qui arrive, il est parrainé. Le jeune engagé qui arrive, on ne se contente pas de lui ouvrir la porte et de lui mettre un treillis. On le parraine, on le jumelle avec des plus anciens. On s'en occupe pendant toute sa première année. Le premier jour, il va voir la salle d'honneur du régiment. Et là, on lui dit, tu n'es qu'un maillon d'une grande chaîne qui a commencé il y a des dizaines d'années, des siècles, et la nuée des anciens qui sont morts pour toi, tu bénéficies maintenant de leur sacrifice pour ta liberté. Honneur à ton engagement. Tu te situes dans une chaîne temporelle, humaine. Vous voyez, ça, on a perdu ça dans le monde civil aujourd'hui. Il ne faut surtout pas parler d'histoire. Quand on parle d'histoire, vous êtes un nostalgique. Il ne faut surtout pas parler de futur. Quand vous parlez de futur, vous êtes un rêveur. Il faut gérer le présent. On va parler un peu du futur. Vous avez dit que vous apportez ce conseil à des entreprises sur l'état du monde. Dans votre livre, vous présentez une lecture de la situation internationale. Donc là, tout dernièrement, Groenland, Venezuela, l'Amérique, la Russie, la Chine. Qu'est-ce qui est connu d'abord dans la situation internationale? Ce qui est connu, c'est qu'on voit bien depuis 2015, en ce qui me concerne, que nous faisons face à 2 lignes de conflictualité majeures, le retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires qui cherchent à regagner leur influence perdue, qui réarment de 5 à 10% par an depuis une vingtaine d'années, quand nous savourons les délices des dividendes de la paix depuis la chute du mur de Berlin en 1989, haute pression, basse pression, des pays qui ont des stratégies de long terme, quand nous parlons élection au singulier, eux parlent génération au pluriel. Simultanément, deuxième ligne de conflictualité, le terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés. Elle est remplacée par la violence érigée non pas en simple moyen, mais en fin, la violence, la barbarie, j'allais dire. Cette idéologie s'appuie sur des individus radicalisés ou sur des réseaux organisés, comme celui qui nous a frappés depuis Raqqa en Syrie au moment du Bataclan, le 13 novembre 2015. Ces 2 lignes de conflictualité sont distinctes incontestablement, mais pas disjointes. En Syrie, par exemple, il y a 10 ans, on voyait bien que toutes les grandes puissances étaient là, mais en fait, elles avaient chacune leur stratégie. C'était éradiquer le terrorisme islamiste, ça c'était la version officielle, mais en fait, ils avaient chacun leur stratégie. Donc ça, c'est le connu, et depuis 10 ans. Et quel est l'inconnu connu? Il y a deux facteurs
qui sont à surveiller de très près dans les conséquences et dans notre planification. Vous savez, nous, dans l'armée, on fait de la planification avec des scénarios et on pense l'impensable. Aujourd'hui, il faut penser l'impensable. Je ne cesse de le dire. Je le disais en 2017. La preuve, qui aurait imaginé l'affaire du Venezuela? Qui aurait imaginé ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire que d'imaginer qu'on va prendre un article 5 contre les Américains. Bon, ben ça, c'est le début de l'histoire. On le sait, c'est connu ça. On va avoir à penser l'impensable. Alors, il y a deux facteurs sur lesquels il faut travailler, les migrations massives, parce que je pense que c'est dans les 10 ans qui viennent un facteur qui va nous réserver de grosses surprises. Un seul chiffre, l'Afrique aujourd'hui c'est 1,3 milliard d'habitants. En 2050, 2,5 milliards, dont plus de la moitié auront moins de 25 ans. Mon homologue nigérien, Saint-Cyrien avec moi, on se connaissait bien, me disait « Pierre, tu n'imagines pas, 7 enfants par femme, un peu plus au Niger, un des 10 pays les plus pauvres du monde, réchauffement climatique, terrorisme, aucune ressource, ils iront vers le nord. » Ça aura des conséquences importantes, géostratégiques, je dirais des conséquences majeures pour le monde et singulièrement pour l'Europe. Le deuxième facteur sur lequel il faut travailler, y compris au plan géostratégique, c'est le dérèglement climatique. Pas le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Parce que c'est ce à quoi nous assistons. Et la faune, la flore, l'eau, l'air, tout va être perturbé par ça. Et si vous prenez 1 degré de chaleur supplémentaire dans le désert, ça vous crée des mouvements de population et donc des conflits interethniques et donc des ondes de choc, un peu comme avec des tremblements de terre, qui auront des répercussions mondiales parce que nous sommes dans un monde éminemment élargi et élargi dans l'espace et raccourci dans le temps. Un papillon qui décolle à l'autre bout du monde peut avoir des conséquences importantes avec ses battements, y compris chez nous, en France ou en Europe. J'en viens maintenant à la place du chef. On va vraiment parler de leadership, de commandement, de manière un peu moins contextualisée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous avez dit dans votre livre, il y a une phrase qui m'a marqué, « Un chef n'est pas là pour gérer ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, on a beaucoup de chefs qui gèrent le quotidien, sur la surface du temps, parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est le temps présent, la surface, l'urgence. D'où la dépêche AFP de l'après-midi. D'où la concentration des pouvoirs vers le chef. D'où la dérive vers question pour un champion. Je dois tout savoir. Et en fait, la gestion, c'est une partie. Je concrétise un peu plus cette idée. Quand j'étais chef d'état-major, j'avais à gérer les opérations, la conduite des opérations au quotidien. Donc je prenais des décisions. Le sous-chef d'état-major venait me voir et me disait voilà, il y a tel problème, qu'est-ce qu'on fait, etc. Temps présent. Mais mon rôle, c'était à partir de l'expérience passée de tracer la vision du modèle d'armée à 10 ans. Parce que chez nous, c'est 10 ans. Et dans les entreprises, ça doit être pareil. C'est ça la stratégie. On a perdu cette vision. Et d'acclimater, d'apprivoiser le risque, qui devient un gros mot dans notre société, dans sa probabilité d'occurrence et dans son intensité. Ce risque, pour le maîtriser, mais en cherchant la bonne vision, le bon modèle d'armée à 10 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous avons trop de gestionnaires dans la société et pas assez de visionnaires. Là, vous avez dit « question pour un champion ». Pourtant, il y a un peu un cliché qu'on aurait intuitivement sur le commandement où le chef il doit connaître ses dossiers, il doit pouvoir répondre aux questions, être un connaisseur technique des sujets dont il a la charge. Pourquoi vous dites que c'est pas ça? Je suis en désaccord total avec ça. C'est ma personnalité. Ça ne m'a pas gêné. J'ai terminé chef d'état-major. Donc, je n'ai jamais été dans question pour un champion. D'abord parce que ce n'est pas mon tempérament, et ensuite parce que je pense qu'au contraire, ça rabaisse le chef vers le quotidien. Mais le chef, c'est le stratège. C'est celui qui s'occupe de gérer ces grandes personnalités autour et qui sait où est le savoir. Faire faire plutôt que faire. Ça, c'est une bonne devise pour moi. Faire faire plutôt que faire. J'avais des entretiens avec le président de la République, le président Hollande, tous les 15 jours en tête à tête. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire. Hein. Vous pouvez vous retourner. Voilà. Et le président de la République, il posait de temps en temps des questions. Et souvent, il m'est arrivé de ne pas avoir la réponse à cette question. Et je lui disais, Monsieur le Président, vous voulez la réponse tout de suite, dans 8 jours ou dans 15 jours quand on se revoit?
il me disait à chaque fois, non, non, vous me direz ça quand on se revoit, c'est pas exactement de notre niveau, mais ça m'intéressait à titre personnel de savoir ça. C'est pas exactement de notre niveau. Il avait compris ma réaction. Et il le voyait dans le regard, on se connaissait suffisamment. Alors, pas besoin de se parler entre le chef des armées et le chef d'état-major des armées. C'est pour ça que la confiance, c'est capital. Et aujourd'hui, il y a une dérive. On ne peut pas tout savoir. Et c'est inutile. Le chef, il doit savoir ce qui est de son niveau. C'est tout. Il a des gens pour être expert technique, tactique, pour faire le boulot. Aujourd'hui, il y a une dérive. Les chefs veulent tout savoir, veulent tout faire. Et c'est très mauvais. Et du coup, ils oublient ce qui est l'essentiel, donner le cap, la vision, et s'y tenir. Parce que le lundi, si on dit on va à gauche, et samedi, on dit on va à droite, les gens ils disent chef, on va où? Et le troisième élément que vous avez cité sur le rôle du chef, c'est la gestion de ses grands subordonnés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est quoi? C'est gérer des susceptibilités? Quand je vois les grands patrons du CAC 40, ça m'arrive régulièrement d'en rencontrer, ils veulent me voir, donc je leur dis quelle est votre principale difficulté, Monsieur le Président? Ils me répondent toujours ah, mon général, la gestion de mes subordonnés directs. Entre celui qui veut prendre ma place, celui qui critique l'autre, celui qui ne veut pas travailler avec l'autre, celui qui a des ambitions démesurées, celui qui croit tout savoir, etc. Mon général, c'est infernal. C'est ça qui m'occupe. Mais comment on fait? Parce que ça peut vous aspirer 100% de votre bande passante. Alors oui, il faut clarifier les choses. Quand vous avez un conflit entre deux grands subordonnés, souvent déçus de ne pas être à votre place, j'ai connu ça, vous convoquez un par un les deux personnes. Vous leur dites « tu t'entends avec l'autre ou alors je vous vire tous les deux ». Parce que moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de gérer vos problèmes. Je comprends très bien qu'il y ait des désaccords, mais bon, dans ces cas-là, je prends deux autres personnes. Parce que ce n'est pas mon boulot de traiter ces problèmes-là. Donc mettez-vous d'accord. Généralement, ça marche très bien. J'ai lu qu'il y avait des chefs qui, au contraire, cultivaient la division à ce haut niveau de responsabilité. C'est un vieux classique, diviser pour régner. Ça, c'est un vieux classique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un vieux classique. Dans les cabinets ministériels, ça marche très très bien. Avec les hauts fonctionnaires, on les divise entre eux et on est peinard. Et comme ça, on les amène là où on veut. C'est détestable. Mais toute autorité est un service. Ce qui compte, c'est le bien commun. Ce n'est pas la facilité des individus. On est au service de quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand dans l'armée, c'est fabuleux. C'est l'armée, le chef, mais c'est surtout la France. Quand j'étais chef d'état-major, j'avais ce culte de la France et j'ai toujours ce culte de la France. J'aime profondément la France, viscéralement la France, parce que j'ai été jusqu'à mettre ma vie en jeu pour la France. La France dans tout ce qu'elle incarne dans le monde. Et cet amour des autres, elle passe, ça donne l'amour de la France, évidemment, parce que les autres, c'est la France. Vous le dites dans le livre, vous vous êtes retrouvé dans le cadre de vos fonctions dans la cour des Invalides, devant des cercueils recouverts du linceul tricolore. Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là? Je pensais à la responsabilité qui était la mienne, en me disant, ai-je commis une quelconque erreur ou faute par rapport à ces cercueils? Parce qu'un cercueil, c'est une part de défaite. Et je me disais toujours, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Comment on peut éviter ça la prochaine fois? Vous avez eu la réponse à cette question? Oui, je réfléchissais. Et quand vous quittez une responsabilité, vous devez vous dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Quand vous rentrez le soir chez vous, vous faites votre examen de conscience et vous dites qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. La défaite, elle est acceptable dans la mesure où elle prépare la victoire. Si la défaite, on prend sa douche, on rentre chez soi et on l'a oublié dans la semaine pour le week-end d'après, c'est pas bon. Est-ce qu'il faut dire tout ce qu'on pense à ses chefs? Il faut dire tout ce qu'on pense à ses chefs en tenant compte de deux facteurs. Un, le bon moment, et deux, les bons mots. C'est quoi ça? Parce que vous en parlez dans le livre, la question de la temporalité de la décision. Avoir raison, c'est une chose, mais il faut avoir raison au bon moment. Oui, mais il y a des gens qui venaient me voir quand j'étais chef d'état-major, toujours au mauvais moment. Comment ça? Ils frappaient et c'était toujours au mauvais moment. Vous étiez au moment en train où de j'avais boire une bière et regarder emmerde, Bing. au moment où j'avais un emmerde, où le président venait de m'appeler, où il y avait un mort, où les mecs ils toquaient. Ils doivent se renseigner avant. Donc moi j'en ai tiré les enseignements, vous voyez. Quand j'avais mon entretien avec le président, l'ordre du jour c'est
C'était discuté avant. Je choisissais mes sujets en fonction de ce que je sentais de la température. Ça s'appelle l'habileté. Il n'est pas interdit d'être intelligent dans la vie. Et ensuite, il faut choisir les bons mots. Dans les réunions du mercredi matin à 9 h avant le Conseil des ministres, on se réunit, la réunion a toujours lieu depuis les attentats. Donc l'état-major me faisait part de choses à dire, on faisait un bilan, mais je transposais avec un vocabulaire compréhensible par les personnels qui étaient autour de la table, qui n'est pas exactement le vocabulaire militaire. Non, il y a moins d'acronymes. Il y a moins d'acronymes. L'armée est au premier degré, parce qu'au bout du tunnel, il y a la mort. Donc chez nous, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de deuxième degré. Celui que deuxième degré, généralement, ça foire. Dans la politique, il n'y a pas de premier degré. Il n'y a que des billards à 4 bandes, donc il faut le savoir et il faut transposer. Vous m'avez dit que tout au long de votre carrière, il y a eu plusieurs moments où vous avez failli quitter l'armée. Pour quelles raisons? Alors pour plusieurs raisons, mais globalement, j'estimais que ce que je faisais, les responsabilités que j'avais ne correspondaient pas à ce pourquoi j'étais rentré dans l'armée, c'est-à-dire commander. Par exemple, en état-major, à l'issue de l'école de guerre, on m'a mis dans un bureau à l'état-major de l'armée de terre, le bureau de planification finance. Moi, je n'étais pas scientifique, je suis pur littéraire, j'aime pas l'argent, sinon je n'aurais pas été dans l'armée. Et on me fait faire des fiches avec un ordinateur. J'avais jamais utilisé un ordinateur et c'est pas mon goût naturel. Donc je me suis posé des questions. Finalement, je ne suis pas parti parce que petit à petit, j'ai trouvé intérêt à ce job. Plusieurs fois, je me suis posé la question parce que finalement, l'institution militaire, qui est une magnifique institution, pour des histoires de parcours, tout simplement, qui sont variées, parce qu'on fait plusieurs métiers dans une carrière, hein. On n'est pas instantanément compétent sur tout ce qu'on fait. C'est un challenge, c'est une bonne chose. Mais parfois, on tombe dans des situations où c'est très rigide et on est un peu étouffé quand on est imaginatif, quand on veut changer les choses par le système global. Étouffé par quoi? Un conservatisme, le fait de ne pas vouloir changer les habitudes? Oui, en l'occurrence la bureaucratie administrative, très lourde. Et puis, on a envie de changer les choses et on n'est pas tout seul. C'est compliqué. Comment vous l'avez combattu? Alors déjà, en restant libre, la liberté, c'est fantastique. La liberté, la première des libertés, c'est la liberté par rapport à soi-même. Donc à aucun moment, je me suis dit, tu es là pour 40 ans. Et à aucun moment, j'imaginais avoir des grandes responsabilités. Sauf sur la fin, où j'ai bien senti que ça allait me tomber dessus. Mais ce n'était pas ça mon but. C'est comme ça vous tombe dessus, chef d'état-major des armées? C'est pas que ça vous tombe dessus un matin, vous le sentez bien venir. Mais c'est quoi? Il faut se battre pour y arriver? Avant, j'étais 2 ans à Matignon. Ensuite, j'étais 4 ans numéro 2. Quand vous êtes numéro 2, qu'est-ce qui peut vous arriver? Bon, vous êtes jeune, il vous reste du potentiel, il n'y a que numéro 1. Hein. Donc, mes 10 dernières années, c'était un cursus, j'allais dire, classique, normal, quoi. Des évolutions normales. Mais moi, je suis toujours resté libre. J'ai toujours pensé qu'un jour, je pouvais quitter l'armée. Alors, ça a été tardif. Je l'ai fait. S'il y avait une chose qui vous faisait partir, c'était ça, c'était la bureaucratie? C'était soit le désaccord avec mes chefs sur des décisions que je considérais comme importantes. Par exemple, en 1995, au moment de la décision du président Chirac de suspendre le service national, j'étais, lieutenant-colonel, en désaccord. Je pensais qu'il fallait professionnaliser les armées, donc c'était une bonne décision, mais je pensais qu'il fallait maintenir un service national universel, garçons-filles, 800 000 jeunes, et égalitaire, alors que 50% des garçons déjà pratiquement ne faisaient plus le service national. Mais je pensais que cet impôt imposé à la jeunesse était indispensable pour la cohésion du pays, considérant ce que je sentais venir derrière. Malheureusement, là aussi, il n'est pas bon d'avoir raison trop tôt. Et là, j'ai failli partir. À l'époque, j'étais instructeur des lieutenants. J'étais en situation difficile parce que je ne pouvais pas dire à mes lieutenants à Saumur ce que je pensais exactement de cette décision. Je suis resté
Et puis après, voilà, le temps a fait son œuvre. Est-ce que vous avez déjà dû assumer une décision de vos chefs avec laquelle vous n'étiez pas d'accord? Celle-là, par exemple, en 95. Et en même temps, vous n'aviez pas à l'appliquer vous-même? Oui, enfin, c'était quand même un grand changement. C'était un changement énorme. Mais là, je pensais peut-être à un moment où, que ce soit tactique ou ça peut être quelque chose, vous parlez des radiateurs en entrée de cette conversation, une décision avec laquelle vraiment vous n'étiez pas d'accord et que vous avez assumé, vous avez décidé de peut-être, comme on dit, avaler cette couleuvre pour la continuité des services. Là, à valeur de couleuvre, plus vous montez en grade, plus vous êtes un professionnel de la valeur de couleuvre. Des couleuvres, j'en ai avalé, des petites, des grosses, des moyennes. La dernière, c'était un boa, j'ai pas pu l'avaler. Pourquoi il faut le faire? Mais c'est parce que l'institution militaire, peut-être la dernière à avoir conservé cette colonne vertébrale qui s'appelle la discipline, la force principale des armées. Pourquoi la discipline? Pas pour donner un ordre et vérifier à son exécution. C'est parce que, in fine, la finalité de l'institution militaire, c'est quand même le combat. Et qu'au combat, on tire ou on ne tire pas. Et on doit obéir à la lettre, avec les règles d'engagement, l'ouverture du feu, etc. Et donc la discipline est nécessaire. La discipline, c'est la force principale des armées. Quand on n'est pas d'accord, on discute avant l'ordre. Et j'ai toujours discuté avant l'ordre, quand je n'étais pas d'accord. Et puis après, quand l'ordre est donné, on exécute. Ou alors, on démissionne. Vous avez déjà... Chevènement disait à un ministre, oui. Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est pas vrai pour un militaire? Ça m'est arrivé de ne pas être d'accord avec l'ordre que j'avais à exécuter. Quand on me faisait partir à 4 h du matin un dimanche et qu'il n'y avait aucune raison objective de partir à 4 h du matin un dimanche, quand même une culture de l'armée de terre assez prononcée, j'estimais que la connerie érigée en système, c'était pas très malin. Voilà. Mais je le disais à mon chef. Après, il me disait, voilà, c'est comme ça, on est obligé pour telle raison. Ok, j'étais à 4 h du matin, le dimanche pour partir. Et là, par contre, on critique jamais devant ces hommes? Ah non, jamais, c'est le principe. Et quand vous êtes devenu chef d'état-major des armées, évidemment, c'est pas un coup de baguette magique et tous ces phénomènes, cette culture disparaît, mais comment vous vous êtes dit, on peut faire changer les choses de ce point de vue? Sur cette bureaucratie, sur ce conservatisme, ou parfois des choses un peu absurdes que tout le monde reproduit sans savoir pourquoi? Parce que le courage, la volonté, l'obstination, la patience, toutes ces vertus militaires que l'armée m'a apprises m'ont amené à petit à petit changer les choses, ce que je voulais faire. Alors j'aime bien cet exemple que vous avez cité d'aller voir en réunion celui qui se cache derrière. Comment vous vous assurez que vos subordonnés vous disent ce qu'ils pensent et vous disent ce que vous n'avez pas envie d'entendre? Alors déjà, il faut les voir. Il faut aller les voir. Ouais. Et il faut s'en occuper. Passer du temps en tête à tête. Bien sûr. Il faut qu'une journée de chef ne soit pas une journée de bureaucrate. Il faut que le chef aille voir les gens, voir ses équipes, discuter avec elles. Je dis souvent aux grands chefs d'entreprise, la dernière fois que vous avez déjeuné avec des ouvriers, c'était quand? Parce que moi, j'organisais des déjeuners avec des caporaux-chefs qui venaient à la résidence à l'école militaire déjeuner avec moi. Et parce que je voulais avoir leur avis. Donc, pour faire ça, il faut les rencontrer. Donc, 1 ou 2 déplacements par semaine, c'était mon rythme. C'est ce que je continue à faire aujourd'hui, 1 ou 2 déplacements. Demain, je suis à Bordeaux. Parce que le terrain commande. C'est l'armée qui m'a appris ça. Et le terrain, ce n'est pas le terrain, c'est les hommes et les femmes qu'on a l'honneur de diriger, qu'il faut savoir écouter et entendre. Après, vous décidez. Mais d'abord, vous écoutez. Et il y a quand même une difficulté supplémentaire dans cet exercice parce que, mettons, vous avez des subordonnés, alors il y a ceux qui vous aiment, ceux qui vous aiment pas. Ceux qui vous aiment pas ne veulent pas vous dire la vérité, ils vous la doivent pas. Et ceux qui vous aiment ont peut-être peur de vous décevoir, peur de vous mettre en colère, peur de vous dire cette vérité de la même manière. Comment on fait pour gérer ça? C'est là où, dans la formation des dirigeants, il faut cultiver l'affectif, le cœur, la capacité d'irradiation des gens. Quand vous êtes tourné vers les gens, vous avez vos capteurs, tous vos sens qui sont en train d'écouter, de sentir ce que eux, vous voyez bien les regards, je saurai des regards que vous croirez muets. Cette phrase, je l'ai vécue maintes et maintes fois quand j'allais discuter avec les gens. Et quand vous dites le matin bonjour, vous serrez la main, très important, vous serrez la main. Et vous dites ça va, et vous avez un ça va qui est en fait un ça va pas.
Oui. Vous dites, ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'ai pas le temps maintenant, vous passerez me voir tout à l'heure. Et ça, on ne peut pas le voir en etc., visio, etc. d'ailleurs, en Ça veut télétravail. dire avoir un agenda qui vous permet du temps, du mou, pour pouvoir régler ces sujets-là. Écoutez les gens. Vous savez, les relations humaines, c'est comme les maux de dents. Quand vous allez, vous avez mal à une dent, vous dites, bon, bah écoutez, j'ai pas le temps, de toute façon. Un mois après, vous avez de nouveau mal à la dent. 2 mois après, vous avez une chique. Et là, vous êtes HS. Vous allez voir votre dentiste. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre dentiste? Vous seriez venu me voir plus tôt, j'aurais pu soigner. Là, je ne peux pas. Donc, il y a 10 jours d'antibiotiques et puis revenez dans 15 jours. Vous revenez dans 15 jours et dites, ah, c'est emmerdant, là, la dent, je crois que je ne vais pas pouvoir la garder. Et vous avez des soins, et vous avez des soins. Vous auriez traité le problème tout de suite. Quand vous avez un problème humain, soit avec quelqu'un, soit deux qui ne s'entendent pas, vous le traitez tout de suite. Vous ne repoussez pas. Or, la tendance, c'est quoi? C'est de repousser. Parce que c'est emmerdant quand on est chef de régler ces sujets-là. Parce qu'il faut du doigté. Et puis, parfois, il faut beaucoup de courage pour dire aux gars, c'est fini maintenant, ça suffit. Et j'ai beaucoup d'exemples de sujets qui ont mal tourné, de performances économiques qui ont été déraillées parce que on n'a pas voulu traiter le sujet qui était d'abord humain. C'était une affaire d'homme, une affaire de personne. Et on l'a reporté. Et on l'a reporté. Pour terminer cette conversation, je voudrais vous poser des questionnaires. Alors, il y en a 2. Le premier, c'est un questionnaire à réaction flash. Il faut répondre comme un soldat, par oui et par non. Vous avez dit, dans l'armée, il n'y a pas de second degré. Donc, on va rester très premier degré. Et je vais vous poser des questions à la suite. On est parti? Est-ce qu'il vaut mieux combattre une décision à l'intérieur d'un système? Oui. La désobéissance fait-elle partie du commandement? La désobéissance? Non. Est-ce qu'un subordonné a déjà contesté votre autorité en public? En public, non. Est-ce qu'une injustice vaut mieux qu'un désordre? Il n'y a pas de désordre dans l'armée. Il n'y a pas de désordre dans l'armée. L'armée, c'est l'ordre. Est-ce que gentil, c'est un métier? Gentil, c'est un métier? Non. Un chef doit-il assumer les décisions de ses chefs, même quand il n'est pas d'accord avec elles? Oui, Faut-il se plaindre du manque de moyens? évidemment. Avez-vous déjà donné un ordre en espérant qu'on le laisse traîner dans son exécution? Non. Un officier doit-il se former à la politique? Oui, Et faut-il toujours dire ce qu'on pense à ses chefs? évidemment. Merci mon cher. Est-ce qu'il y a une de ces questions que vous voulez développer? La Par dernière, exemple, je vous l'ai dit, on doit toujours tout dire à son chef. Il faut choisir son moment et il faut choisir ses mots. Alors moi, je voudrais développer celle sur la désobéissance. Parce qu'il y a un texte que j'aime bien, c'est dans Le fil de l'épée du général de Gaulle. Et il cite une phrase d'un amiral britannique qui dit « Ce général-là, il a toutes les qualités de Nelson, un des plus grands guerriers britanniques, sauf une, il ne sait pas désobéir. » Comment vous l'interprétez, ça? Oui, mais la vraie désobéissance, qui consiste à ne pas exécuter un ordre que nous avons reçu, ça met en péril la charpente, la colonne vertébrale la plus rigide et l'existence même de l'institution militaire. Il ne faut pas confondre la désobéissance et la discussion avant l'ordre. Celui qui n'ose pas discuter avec son chef parce qu'il est en désaccord et qui n'ose pas le dire à son chef avant l'ordre, celui-là est un pleutre, est un lâche. Il n'a pas sa place dans l'armée, de mon point de vue. En revanche, quand il reçoit l'ordre, il était en désaccord avant l'ordre, il reçoit l'ordre, il exécute, il ne désobéit pas. Ou alors, il s'en va. Puis il y a un autre paramètre, je crois, là, qui a... Ou alors, il s'en va, c'est exactement ce que j'ai appliqué. Là, je crois qu'il y a aussi un autre paramètre dont parle De Gaulle, c'est, et vous l'avez cité, le terrain commande. Parfois, on donne des ordres issus loin du terrain. Cet ordre peut se périmer entre-temps. La situation tactique évolue très vite. Là, actuellement, en Ukraine, c'est une rapidité dingue. Comment on fait quand on est, première question, ce subordonné qui reçoit un ordre qui est lointain, qui n'est pas adapté au terrain? Et deuxième question, comment on fait quand on est soi-même un chef pour s'assurer que les ordres qu'on donne, l'esprit qu'on donne, puissent être appliqués dans un esprit d'initiative? Mais le général de Gaulle, quand il dit qu'il faut savoir désobéir, il faut savoir avoir du caractère, et ce n'est pas parce que le chef dit quelque chose qu'il a structurellement raison. C'est ça qui veut dire le général de Gaulle. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi qui suis d'un caractère pas naturellement obéissant,
En tout cas, c'est ce qu'on me dit que j'étais quand j'étais petit dans mes vendéen, études. Et en école, c'est dans mes notations, dans mon dossier, on me l'a lu, donc je ne peux pas le contester. En école militaire? Bien sûr, à Saint-Cyr. C'était marqué dans votre Et à dossier? Saumur, bien sûr. C'est écrit que je suis insolent et voilà, c'est écrit, insolent. J'ai retenu ce terme parce que voilà, je revois ça dans mes enfants, donc je garde le moral. Mais ça a dû vous poser des problèmes dans l'institution. Oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'ai toujours finalement fini par convaincre mes chefs que finalement c'était pour la bonne cause et je n'ai jamais été pénalisé. La preuve, j'ai terminé CEMA. Donc on peut et on doit exprimer à son chef ce que l'on pense. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. C'est le slogan que j'ai pris pour mon premier livre Servir. Sur les grands panneaux dans la SNCF, il y avait marqué « La vraie loyauté, c'est de dire la vérité ». C'est le cœur de ma philosophie de vie militaire et encore aujourd'hui. C'est ce que je dis à mes enfants. Et je crois que c'est vrai. Par contre, pas à n'importe quel moment, pas avec n'importe quel mot. Et quand l'ordre est donné, on est payé pour exécuter et pour obéir. Mais structurellement, on n'obéit pas parce que le chef dit quelque chose. Non, on essaie de convaincre le chef si on n'est pas d'accord, et après, le chef décide. Ma porte était toujours ouverte. Et j'ai beaucoup aimé recevoir des officiers de mon entourage qui me disaient « Vous avez dit telle chose dans telle réunion, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais vous dire pourquoi. Ok. Après, ils repartaient avec un changement de ma part ou un coup de pied au cul. Ça a toujours été fait avec les formes? Oui. J'essaie toujours de garder l'adhésion. C'est obsessionnel chez moi. Après, j'ai dû vexer des gens, j'ai dû faire de la peine à des gens, j'ai dû trancher. Ça fait partie du commandement, évidemment. Et puis personne n'est parfait. Moi, le premier. Et puis c'est pas un métier où on est aimé par tout le J'ai dû monde. faire des erreurs. Et chaque fois que je quittais mon commandement, quel que soit le commandement, je demandais pardon à ceux à qui j'avais fait de la peine. Parce que tel ou tel moment, tel ou tel mot, telle ou telle décision, ce n'était pas mon intention. Le pardon, c'est très important dans la civilisation judéo-chrétienne. Vous faisiez quoi? Vous faisiez un tête-à-tête pour Non, leur dire ça avant de je disais partir? en partant, de manière générale, Mère publique. je demande pardon à ceux à qui j'ai fait de la peine et que ce n'était pas mon intention. L'humilité fait partie du chef. Et parfois, il y a pas mal de chefs qui manquent d'humilité. Et puis il doit exercer la contrainte. C'est pas un métier auquel on se fait que des amis, donc ça, je crois, tout le monde peut le comprendre. Bon, Gérald, je termine avec le questionnaire. Alors Bernard Pivot, revisiter Légion étrangère. Si vous voulez bien, on est parti. Si vous étiez un expert en camouflage, que choisiriez-vous d'espionner? Alors la question est très surprenante, ma réponse va l'être tout autant. J'espionnerai des séances d'entraînement du Bayern de Munich, du Real de Madrid et du FC Barcelone pour voir comment les entraîneurs respectifs préparent les tactiques de match, comment ils coachent leurs joueurs, c'est le terme consacré, comment ils font en termes de management pour que l'esprit d'équipe l'emporte sur la qualité individuelle, surtout avec les grands joueurs. Ça, c'est un rêve pour moi. Alors ça me fait penser que l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, il organise des rencontres du commandement où il invite des chefs d'entreprise. Et il a notamment invité le coach, alors pas d'une équipe de foot, mais d'une équipe de l'équipe de France de basket. Et en effet, ça a été fascinant. On était plusieurs officiers dans la salle, il nous donnait ses conseils. Que répondez-vous à la petite voix intérieure qui vous dit « abandonne » ? Jamais. La mission est sacrée. Il ne faut pas céder, il ne faut pas subir. Nous avons évoqué cette devise. C'est une ligne de vie pour moi, ne pas subir. Donc dans les moments difficiles, il y en a eu, j'en ai connu, et la vie n'est pas toujours facile. Il faut se dire que la mission est sacrée. Et quand on s'est fixé un objectif, on l'atteint. Ensuite, on choisit d'intégrer les aléas, mais on l'atteint, on ne change pas d'objectif. Au plan professionnel, quel a été le moment le plus difficile pour vous? La décision de démissionner. Ça a été le pire moment de votre carrière? Pas le pire, le plus difficile. J'en connaissais les avantages et les inconvénients et les risques. Votre juron, gros mot ou blasphème favori, et vous avez droit aux langues étrangères? Alors, je vais le dire en français, moi c'est merde. Et généralement, ça s'accompagne d'un mort au con. La connerie est uniformément répartie, mais parfois quand même,
Pendant mon parcours militaire, je me disais quand même mort au con, quoi. Franchement, c'est pas possible. Dans le livre, il y a un autre, puisqu'on est dans la vulgarité, dans le livre, il y a une autre phrase où vous dites il y a des milieux dans lesquels on préfère léser avec un petit L qu'avec un petit B. Oui. Qu'est-ce qui... J'ai écrit ça à propos de la commission de la défense. Est-ce qu'il y a un bon niveau de vulgarité quand on est chef? Ou est-ce qu'il faut se l'interdire? La vulgarité, c'est pas une bonne pédagogie. La franchise, la vérité, c'est la bonne pédagogie. Après, il ne faut pas s'interdire la spontanéité. On est comme on est. Aujourd'hui, nous avons perdu cette spontanéité, cette authenticité. Nous sommes dans une société du paraître, une société des éléments de langage, de la communication, une société balzacienne. Ce n'est pas nouveau, mais il y a des périodes où c'est plus ou moins marqué. C'était le cas au moment de Balzac. Aujourd'hui, si Balzac revenait, quelle comédie humaine il pourrait écrire? Je pense souvent à Balzac. Et quand j'étais en fonction, beaucoup. Mais encore aujourd'hui, il faut relire Balzac. Et je vais vous faire une confidence. En ce moment, je fais beaucoup d'interviews. Souvent, à l'issue de l'interview, les gens me disent « c'était génial ». Ah bon? Oui, vous avez vraiment l'impression de dire ce que vous pensez. Et ce que vous dites, vous nous donnez l'impression... J'ai dit, ça se lit en creux, votre truc. Ça veut dire quoi pour les autres? Moi, je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'authenticité, la spontanéité. C'est très important. Et quand vous êtes authentique, vous pouvez déléguer. Les gens, ils savent ce que vous auriez décidé. Et ils le décident à votre place. Il n'y a aucun problème dans l'exercice de l'autorité. Si vous êtes un ballon de rugby, c'est plus compliqué. Le ballon de rugby, c'est très utile pour les courtisans. Un coup à gauche, un coup à droite. On est très souple d'échine. Moi, je déteste les courtisans. Votre patrie, si ce n'était pas la France? Le ciel. La devise que vous graveriez sur votre épée, donc peut-être pas celle que vous avez évoquée juste avant? C'est celle qui est inscrite sur ma boîte dans laquelle il y a mon casoar que j'ai rangé la veille de ma démission dans sa boîte et que je n'ai pas ressorti depuis. Donc le casoar, la coiffe des officiers saint-cyriens. Mon ancien, qui m'avait remis ce casoar, avait décoré la boîte et à l'intérieur, il y avait marqué « Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon cœur à la famille ». Au nom de quoi pourriez-vous mourir, mon général? Le succès des armes de la France, évidemment. Et si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? Arrière, si camp. La dernière question, si tout ça était à refaire, est-ce que vous recommenceriez? Je ne regrette rien. Merci beaucoup, mon général. Je vous en prie. Merci, mon capitaine. Merci. Merci d'avoir été avec nous dans Quartier Libre, le podcast de l'armée de terre Recrute. Si vous êtes toujours là, je pense que d'autres épisodes peuvent vous intéresser, comme celui avec le reporter Didier François, reporter en zone de conflit. Il m'a expliqué comment il avait lui-même survécu à 10 mois de captivité. Je pense aussi au Quartier Libre avec l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, qui donne des conseils de commandement dans son dernier livre, Le commandement par l'intention. Si notre travail sur le leadership vous intéresse, dites-le à mes chefs en vous abonnant. C'est la meilleure manière de le faire. Allez, à bientôt pour un autre épisode de Quartier Libre. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.